Docteur Mandengue, sport et mort subite. Est-ce que pendant le sport, on peut avoir des signes d'alerte qui puissent vous dire faites attention, vous pouvez mourir et quels sont ces signes-là? Oui, effectivement, il y a souvent des signes d'alerte. Je crois que l'une des causes qu'on a évoquées, c'est la cardiopathie ischémique. C'est-à-dire tout simplement que, comme il venait d'expliquer tout à l'heure, une ischémie, c'est une douleur qui survient lorsque un tissu ne reçoit plus suffisamment d'oxygène. Okay? Donc, ce tissu ne reçoit pas d'oxygène parce que certainement le vaisseau sanguin qui devait lui apporter l'oxygène et surtout le glucose est bouché. Et en ce moment, parce que cette partie du cœur, par exemple, est nécrosée, vous allez sentir de la douleur. Ce qu'on appelle souvent l'angor de poitrine. Donc, vous avez cette douleur parfois au début de l'exercice. Mais il y a aussi des sujets qui peuvent mourir subitement lors de l'exercice sans qu'il y ait des signes. Oui. Mais généralement, vous pouvez d'habitude avoir des essoufflements. Vous pouvez avoir donc ce que j'ai appelé l'angor tout à l'heure, l'angine de poitrine, qui sont des signes prémoniteurs qui peuvent annoncer, qui peuvent prédire qu'il est possible que vous mouriez, n'est-ce pas, d'une mort subite pendant l'exercice, enfin pendant l'activité physique. Docteur Boni, nous revenons à vous. Si on est en face de quelqu'un qui présente des signes, est-ce qu'il y a des premiers gestes à faire avant d'aller à l'hôpital, avant d'appeler son cardiologue? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, heureusement, la mort subite cardiaque survient généralement en présence d'un témoin. On considère que à peu près 80% des morts subites surviennent en présence d'un témoin. Mais malheureusement, les témoins sont souvent pris de court, pris de panique et parfois même ne savent pas ce qu'il faut faire. Alors que si on prend en charge une personne qui tombe raide morte, qui a un arrêt cardiaque, si on la prend en charge dès le début de l'événement, on a beaucoup de chances. C'est-à-dire que 90% des cas, on peut récupérer la personne en prodiguant les premiers soins, les premiers gestes, les gestes qui sauvent. Il y a 3 gestes principaux qu'il faut connaître pour pouvoir sauver une victime. La première chose à faire, c'est en fait d'alerter, de prévenir, d'appeler au secours. Heureusement, aujourd'hui, même chez nous, dans nos cités et même dans des coins reculés au village, les gens aujourd'hui ont quand même un téléphone portable. Et donc avec un téléphone portable, il faut appeler le SAMU, parce que le SAMU existe déjà au moins dans les grandes villes comme Douala ou Yaoundé. C'est le 19 et le 119. Appelez donc le SAMU. Et si possible, appelez même aussi des amis, des gens qu'on connaît, les contacts que nous avons, en leur disant à peu près où est-ce qu'on est situé et que cette personne-là se charge peut-être maintenant donc d'appeler d'autres secours. Une fois qu'on l'a fait, on doit revenir vers la victime qui est forcément allongée puisqu'elle a perdu connaissance. On va essayer de libérer donc les voies aériennes. Si c'est une personne qui a peut-être une cravate et tout, on va essayer de dénouer la cravate. On va donner à la personne une position nous permettant de faire ce qui est essentiel, qui est le massage cardiaque. La personne qui va masser devra être au-dessus de la victime, allongée sur un sol dur, enfin de toute façon sur un lit dur ou alors à même le sol, pour que le massage puisse être efficace, parce qu'il n'y ait pas de ressaut. Donc la personne aura ses 2 mains posées au niveau du tiers inférieur du sternum. Le sternum, c'est l'os du milieu de la poitrine. Donc à peu près à ce niveau-là. Le cœur est à gauche, mais il ne faut pas poser les mains au niveau du cœur même, mais c'est là au niveau du sternum, au milieu. Donc, et on va donc appliquer des mouvements
de va-et-vient, avec les mains qui vont être tendues, en moyenne 100 massages par minute. Donc en 1 minute, on doit pouvoir faire 100 fois le geste de va-et-vient. La profondeur doit être à peu près de 4 à 5 cm. Donc il ne faut pas forcément masser de manière très énergique et de manière à en fait casser les côtes, écraser les côtes. Mais si ça arrive qu'on écrase une côte, il ne faut surtout pas arrêter, il faut continuer à masser le malade. Donc il faut masser la personne jusqu'à ce qu'un secours arrive et qu'il y ait un relais. C'est pour ça que d'ailleurs tout à l'heure, vous avez d'abord appelé au secours pour qu'on vienne vous relayer. Parce qu'on sait tous qu'au bout de quelques minutes, on est épuisé. Fatigué, ouais. Et avec l'épuisement, la fatigue, le massage n'est plus efficace. Et finalement, on pompe pour rien. Donc il faut absolument qu'on ait un relais qui va continuer à masser et qui va masser tant qu'on n'aura pas des signes de réveil de la personne. Et les signes de réveil, c'est la personne qui va ouvrir les yeux, qui va bouger les yeux, qui va avoir des mouvements respiratoires, qui aura un pouls palpable. Et le pouls, c'est quoi? Il faut essayer de masser ou de palper la personne à ce niveau-ci, au niveau de la carotide, on dit, à peu près à ce niveau. Et on va sentir une pulsation qui est donc le signe que le cœur a repris sa fonction essentielle qui est de pomper le sang. On peut aussi avoir le pouls au niveau de l'aine, là. On peut aussi palper le pouls. Mais en sachant que cette partie est plus éloignée du cœur que le cou. Donc il vaut mieux palper au niveau du cou. Et si on a la chance d'avoir un électrocardiogramme à côté, on peut faire un électrocardiogramme et on va voir une activité cardiaque qui reprend. Mais une fois qu'on a massé ou on est en train de masser, on a appelé les secours. Les secours viendront peut-être, si c'est le SAMU qui vient, avec un appareil qui s'appelle un défibrillateur externe, on va placer des palettes au niveau de la poitrine. Donc, une palette peut être au niveau du milieu de la poitrine. Une autre palette va être au niveau de la partie latérale gauche de la poitrine. Tout comme on peut mettre une palette devant la poitrine et une autre palette derrière. Mais en fait, il faut 2 palettes qui vont essayer de couvrir le champ du cœur. Et on va donc, avec cet appareil-là, on va déclencher en fait une énergie, donc un courant d'énergie qui va être en rapport avec le cœur. Et cette énergie, ce courant, cette électricité va envoyer donc une onde de choc qui va croiser l'arythmie. Donc c'est le trouble du rythme qui est à l'origine de l'emballement du cœur. Et cette onde de choc-là va donc permettre d'arrêter l'emballement du cœur et de permettre au cœur de reprendre son rythme normal. C'est ce qu'on appelle la défibrillation. Donc on appelle les secours, on masse et on envoie un choc électrique pour défibriller le cœur. C'est les 3 gestes qu'il faut faire. Et le dernier geste qui peut être spectaculaire peut aussi être appris. Parce qu'il y a des appareils spéciaux qui sont des défibrillateurs automatiques ou des défibrillateurs semi-automatiques. Qu'est-ce que ça veut dire, automatique ou semi-automatique? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a branché donc, ces palettes, je vous ai expliqué, l'appareil va faire le travail tout seul, va déterminer le rythme cardiaque. Puisqu'en général, la mort subite survient parce que le rythme cardiaque est emballé. Donc, va déterminer l'emballement du rythme cardiaque. Et si c'est un défibrillateur semi-automatique, une fois qu'il a déterminé le rythme cardiaque, et il va constater que c'est un emballement, il va vous dire, parce que cet appareil va vous donner des instructions, va vous dire choquer
Et donc vous devez appuyer sur un bouton qui va donc déclencher ce courant d'énergie. Et le malade va être choqué. D'ailleurs, vous allez sentir comment le malade a une secousse et va revenir à lui. Mais si c'est un appareil entièrement automatique, vous ne faites rien. Dès que vous avez mis donc les palettes, vous avez allumé l'appareil, l'appareil va charger, va constater quel est le rythme. Et si c'est un rythme qui peut être choqué, dès que l'appareil a chargé, c'est des batteries qui se chargent, dès que l'énergie est suffisante dans l'appareil, ça va envoyer tout seul le courant de choc. Docteur Mandengue, quel conseil donneriez-vous aux sportifs? Parce qu'on va sortir de cet entretien et Madame Ebumbu nous dira qu'est-ce que les femmes devraient faire. Parce que nous sommes appelés à faire des travaux difficiles. Ouais. Pas seulement aux sportifs, hein. Je crois que tout venant, parce que bon, le sport c'est une activité physique qui est bien définie, très codifiée, avec pour objectif d'atteindre certaines performances. C'est pour cela que les gens sont un peu dans le dépassement et se laissent parfois aller dans les dopages, etc. Mais même celui qui fait ce qu'on appelle le sport de santé, le premier conseil, c'est qu'avant de commencer, voilà, santé ou de maintien, le premier conseil, c'est qu'avant de commencer, il faut faire un tour chez un cardiologue qui va évaluer, au moins ne serait-ce qu'au premier degré, par ce qu'on appelle un électrocardiogramme, pour explorer votre cœur, s'il fonctionne normalement. Avant d'y aller, donc, il peut vous prescrire, il peut vous donner un certificat de non-contre-indication. Si vous êtes apte. Voilà, si vous êtes apte, voilà, c'est-à-dire que le sport n'est pas contre-indiqué. Donc ça, c'est le conseil qu'on donne et qui est appliqué aujourd'hui dans certains sports qui sont peut-être, comment dire, codifiés. Mais même pour ceux qui vont dans les activités physiques de santé, il faut le faire d'abord. Docteur Bumbu. Alors pour les femmes, je pense que c'est dans le même principe que le professeur Mandengue vient de dire. Ce sont des activités sportives. Ce n'est pas du sport, mais c'est quand même des activités sportives qui font appel aux muscles, au cœur et tout ce qui convient. La maman qui est au champ, en train de faire, de labourer. Il y a le soleil qui tombe sur sa tête, ça fait depuis qu'elle n'a pas bu. Donc elle est déshydratée, elle est en activité, donc elle perd encore le peu d'eau qu'elle a. Ça peut effectivement conduire à l'emballement du cœur et que le cœur s'arrête, la personne s'évanouit et s'arrête. Donc les gestes, ça va être les mêmes gestes que le professeur Mandengue a dit. Mais ce qui est sûr, quelle que soit la personne, même nous les femmes, dès qu'on sent qu'on est fatigué parce qu'on fait une activité sportive, qu'on est fatigué parce qu'on monte les escaliers, ou qu'on est fatigué parce qu'on est en train de faire notre cuisine à la maison, on sent un peu de fatigue, une douleur, il faut vraiment aller consulter un cardiologue. C'est primordial. Donc ce n'est pas une fois, on a vu dans le symposium, il n'y a pas que les femmes qui sont touchées, il n'y a pas que les hommes qui sont touchés, c'est aussi bien les femmes que les hommes, mais il n'y a pas que les adultes, c'est aussi bien les enfants. Et on a même vu que la prévalence est surtout chez les jeunes. Les jeunes meurent plus de morts subites cardiaques. Donc c'est tout âge et c'est tout sexe. Donc dès qu'il y a vraiment un signal d'alerte, il faut aller voir un cardiologue. C'est vraiment primordial. Oui, je crois qu'il n'y a pas lieu de trop s'alarmer, mais nous attirons l'attention de notre public pour que quand on a un malaise, quand on se sent mal, qu'on puisse voir le médecin, qu'on n'attende pas qu'on tombe évanoui. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir visité Manège du Savoir et de nous avoir vraiment apporté beaucoup aujourd'hui pour que nous prenions nos cœurs en charge, oui, et que nous soyons bien portants. Nous vous souhaitons de vous porter bien pour que nous aussi nous soyons bien. En retour. En retour, nous vous remercions de nous avoir donné cette occasion. Oui, bonne merci. journée. Bonne journée. Merci.